Merci pour votre accueil. Donc, l'objet de mon intervention est de vous apporter quelques réflexions sur l'étude du bâti, les techniques et les méthodes de relevé dont disposent désormais les architectes et les archéologues pour analyser le patrimoine monumental. Alors, pour illustrer mes propos, je m'appuierai sur deux exemples. Donc, celui d'un temple romain à Djerash, en Jordanie, et un autre d'époque ptolémaïque à Karnak. Alors, si on a le temps, j'évoquerai également un autre projet sur les relevés des colonnes de la salle hypostyle de Karnak, également. Alors, on pourra évidemment trouver dans ces exemples, c'est des exemples un petit peu d'architecture monumentale. On pourra dire que c'est un peu exceptionnel, mais je pense que les questions que je vais soulever peuvent se généraliser à des projets plus modestes, on va dire à des contextes plus modestes. Alors, avant de présenter ces projets, donc, et en guise d'introduction, il me paraît intéressant de nous questionner sur ce qu'on appelle le relevé, sur le travail de relevé, proprement dit. Alors, la définition, c'est de relever et l'action de déterminer, de noter la position, la configuration de quelque chose. Cette disposition est donc très générale, varie en fonction évidemment des disciplines. Le relevé en architecture, en égyptologie, en urbanisme, en archéologie ou en géologie sont évidemment très différents. Et alors il y a aussi tout d'abord, je pense, une distinction à faire, c'est qu'il y a deux principales raisons qui commandent un relevé. La première, c'est la nécessité de garder une trace, de faire de quelque chose qui menace, afin de pouvoir mesurer et étudier ultérieurement l'objet. Et l'autre raison qui conduit au relevé, c'est la nécessité d'analyser un édifice, un objet. Alors dans le premier cas, il s'agit donc de faire une copie, un moulage de l'existant, c'est-à-dire constituer une sorte d'archive volumique d'un objet, donc, et éventuellement complété par des données descriptives, textuelles. C'est un relevé qui tend donc au mimétisme, au tel quel. Et alors dans ce type de relevé nécessite souvent des moyens d'ailleurs assez considérables, assez coûteux, et qui peuvent faire appel à la photogrammétrie, au scannage 3D par exemple, et qui consiste à enregistrer un maximum de choses donc en minimum de temps. Alors dans ce contexte, oui, on ne connaît pas véritablement comment sera utilisé le relevé plus tard. Et ni le spécialiste qui va s'appuyer dessus, qui peut être un architecte, un épigraphiste encore une fois, ou un archéologue. Et donc je pense que tous ces relevés concernent les fouilles préventives par exemple, où on sait que ça va être détruit et il faut se dépêcher donc d'enregistrer le maximum de choses parce qu'on sait que c'est perdu si c'est pas relevé. Et il y a également aussi le cas de grottes ornées, où on a besoin de faire un facsimilé d'une grotte pour éventuellement en faire un facsimilé, ou éventuellement faire une visite virtuelle. Et dans ce cas, celui qui relève n'est pas forcément celui qui va exploiter la documentation. On procède à cette opération pour préparer une restauration, voilà, éventuellement réaliser des facsimilés. Et en fait, le relevé dans ce cas-là est un peu indépendant du but. Donc voilà, je vous ai mis un exemple ici de relevé de Boudour donc en Indonésie, qui a été réalisé dans les années 60, je crois, par l'IGN, et par photogrammétrie. Et ce type de relevé, donc extrêmement détaillé avec toutes les pierres, a été réalisé un peu évidemment, c'était dans le but
d'une préparation et une restauration, mais il n'y avait pas derrière réellement une analyse du monument. Donc en tant qu'archéologue, je vais plutôt parler non pas de ce type de relevé, mais plutôt celui qui concerne l'analyse d'un édifice, celui qu'on utilise pour analyser, pour comprendre le bâti. Et dans ce cas, on sait que ce qu'on va représenter, on sait ce qu'on va représenter. C'est-à-dire qu'on va pas tout. Là, on a tout enregistré ici, et dans les relevés plus spécialisés dont on va parler, c'est on oriente le regard vers un objectif ciblé. Et donc le relevé, c'est-à-dire la méthode, la technique. Dans ce cas-là, l'échelle est alors évidemment très importante. Et donc voilà, c'est un relevé orienté. Alors dans le relevé, il y a également plusieurs temps dans le relevé analytique. Je vais les citer parce qu'il peut avoir une incidence à chaque niveau. Il y a le premier, c'est l'enregistrement des données sur le terrain. Le deuxième, c'est la compilation et la mise au net qui se fait généralement donc après retour de mission ou qui suit immédiatement donc les relevés de terrain. Et ensuite, il y a tout le travail d'hypothèse, de restitution, de réalisation de schémas, etc. Et enfin, il y a l'archivage. Qu'est-ce qu'on en fait de ces relevés? Et évidemment, la diffusion et la publication. Alors, la méthode pour relever un édifice, c'est le dessin. Je crois qu'il n'y a pas d'autre façon vraiment d'analyser un bâtiment autrement qu'en dessinant. C'est-à-dire que c'est la méthode pour vraiment essayer de comprendre l'objet. Et alors, analyser un bâtiment, c'est procéder, faire un relevé, c'est procéder à une déconstruction. Alors, les monuments souvent qu'on étudie, en particulier les monuments classiques, ils sont composés d'éléments. C'est l'architecture et un assemblage d'éléments. Et alors donc encore plus dans ce type d'architecture où vous voyez le fût de colonne est parfaitement identifié par rapport à la base, par rapport au chapiteau, à la corniche, à l'architrave, etc. Donc en fait, il faut faire un peu ce travail-là quand on relève un bâtiment, c'est d'essayer de tout déconstruire comme ça, essayer de faire un peu le procédé inverse évidemment de l'édification. Alors ça, c'est valable, évidemment en pierre, mais ça peut être aussi en bois ou éventuellement en terre, même si c'est plus difficile. Alors aussi, faire un relevé, c'est chercher les anomalies dans une construction. C'est chercher tout ce qui va finalement interrompre les régularités. C'est-à-dire, on va chercher parce que tous ces éléments-là vont donner des indices éventuellement sur des phasages, sur des comportements statiques du bâtiment. Éventuellement, un affaissement va créer des fissures à certains endroits. Éventuellement aussi, ça va permettre aussi de voir des repentirs, des arrêts de la construction, et donc c'est tous ces petits détails qui sont importants, je pense, à noter, et qui vont, fur et à mesure de cette phase de relevé, qui vont permettre de bien faire parler l'objet. Et puis aussi, après, ça c'est plus un problème de représentation, mais le dessin va permettre aussi de représenter des choses qui sont invisibles. Parce que avec le tiers-T, par exemple, dans les restitutions, on peut faire apparaître des choses qu'on ne voit pas. Et donc c'est encore une fois, voilà, le dessin c'est quelque chose d'essentiel dans le relevé. Et je dis ça vraiment parce que aujourd'hui on a énormément de techniques pour nous aider à relever, et il faut pas perdre de vue, je crois, ce principe. Alors l'échelle d'un relevé est quelque chose de déterminant dès le départ. C'est-à-dire que c'est un choix qu'il faut faire
avant de démarrer avant de démarrer évidemment l'étude, à quelle échelle, à quel regard, quelle distance à l'objet on va fixer. Alors évidemment, c'est un très très grand bâtiment. Bon, on va faire une échelle relativement petite pour pouvoir tout relever. Et contrairement, si on a quelque chose d'assez réduit à relever. Donc ça, il faut être bien conscient de l'échelle dès le départ. Et voilà, elle dépend évidemment de chaque discipline. Donc pour les architectes, par exemple, c'est généralement le 50e, voire le 20e qui nous intéresse particulièrement. Alors la technique, on va parler maintenant des techniques. C'est des moyens donc pour entreprendre ces relevés. Alors je vais pas en faire ici la liste exhaustive, mais vous voyez par exemple là c'est un égyptologue qui fait un relevé sur un plastique d'un décor. Donc là il a plaqué un plastique et vous voyez avec tout simplement on décalque et puis ensuite on fait une photographie ou un scannage du relevé et on obtient un relevé à l'échelle 1 de l'objet. Alors ça c'est une technique qui est très pratiquée en Égypte. Ça par exemple alors là c'est un relevé manuel. Voilà, je vous montre un exemple de relevé manuel. Vous voyez c'est une prise de notes. Hein, on utilise le dessin pour noter tout ce que l'on peut observer, qui nous intéresse évidemment. C'est orienté comme dessin ici, on représente donc les choses qui nous semblent importantes. On peut mettre aussi les hauteurs d'assises, etc. Ensuite, alors il y a des montages photographiques éventuellement. Donc je vous montre là un exemple qui peuvent être, vous voyez, très très détaillés, puisqu'on voit ici un zoom sur le visage. Mais ces techniques-là, qui ont été assez employées dans l'institut en Égypte, par contre, a le défaut de pas être géométriquement exact. C'est-à-dire qu'il est très pratique pour l'étude épigraphique, mais en matière pour l'étude architecturale, par exemple, si on veut regarder des correspondances d'assises, par exemple, ou des choses comme ça, on ne peut pas vraiment l'utiliser parce que ça a été déformé généralement sous le logiciel de Photoshop ou autre. Alors, ce qui est très... alors là, je vais vous montrer des techniques qui sont, à mon sens, extrêmement intéressantes. Ce sont les techniques de redressement de photos et qui sont relativement faciles à mettre en place, extrêmement simples à mettre en place et qui peuvent avoir des résultats immédiats et très précis. Et vous voyez ici une série de photos qui ont été prises donc d'une façade du temple de Dendera et avec juste quelques prises de mesure avec un télémètre, on a pu restituer la façade arrière de façon très précise. Et là, on a vraiment un relevé sur lequel on peut vraiment mesurer les choses et qui en plus a l'épigraphie. Donc, pour une surface plane, le redressement d'image est extrêmement simple à mettre en place. Ici, il faut savoir que les déformations liées à l'objectif sont corrigées. Hein. Donc les horizontales, une horizontale en vrai est vraiment horizontale dans sa représentation. Alors ça permet également aussi, vous voyez par exemple, de redresser un plan, par exemple, voilà sur un bureau, on prend les dimensions, vous voyez avec l'échelle ici sur le côté, et on peut avoir un plan redressé assez facilement. Bon, évidemment sur le terrain on utilise toujours évidemment la topographie traditionnelle. Ça c'est quelque chose d'indispensable. Nous permet d'avoir des repères précis qui nous donnent donc des assises précises sur le terrain. Et puis aussi le scannage 3D qui est à droite, qui est évidemment un peu une révolution parce qu'en très peu de temps, on arrive aujourd'hui à relever une quantité d'informations phénoménales.
Alors ici, voilà, je vous montre aussi un exemple de, par exemple, avec un scannage 3D, comment on peut aussi utiliser, détourner un petit peu l'outil c'est pas vraiment le détourner, mais ici, on fait un scannage 3D, donc un balayage assez rapide, et ça permet d'avoir de dresser un fond de plan, on va dire, d'un dépôt de pierre très rapidement, par exemple. Voilà. Et alors, ce qui est aussi les nouveaux, ces nouveaux outils qui sont les logiciels dits de corrélation dense d'images sont par contre là vraiment une petite révolution, puisque avec de simples clichés, comme vous voyez sur le côté gauche, des clichés photographiques, donc sans calibrage d'objectif, avec un appareil tout à fait standard, on est capable de modéliser avec ces logiciels, de restituer le modelé de l'objet. Alors, je peut-être si ça marche. Voilà, je vais vous montrer que juste avec ces photos, on arrive à ensuite avoir un modèle assez dense et très précis d'un objet. Alors ça, c'est une statue qui se trouve à Karnak, qui est enfouie. Encore enfouie parce que il n'a pas été possible de la sortir. C'est une statue qui quand même mesure presque 2 mètres par 2 mètres de côté. Et il en manque ici, c'est qu'une partie, parce que vous voyez, c'est ce qu'on appelle une dyade, où il y a 2 personnages qui se tiennent par la main. Donc l'autre personnage est caché et encore était enfoui au moment des photos. Et vous voyez que voilà, juste avec les photos, on a réussi et après coup à avoir une restitution de la statue. Alors évidemment, on peut le mettre en perspective, en vue frontale. Voilà. Donc ça, c'est un outil qui est quand même assez extraordinaire, parce que pour nous qui sommes toujours pressés un peu sur le terrain, ça permet voilà, avec quelques photos aujourd'hui d'avoir des choses très précises et évidemment, alors ça marche très bien pour les objets, ça marche très bien pour l'architecture, et ça permet voilà comment dire aussi de faire des parties hautes sans installer d'échafaudage qui peuvent être coûteux. Alors moi je pense qu'il y a aussi dans ces logiciels qui commencent à se répandre. C'est très récent, hein, l'utilisation de ces logiciels. C'est évidemment pour explorer le passé. Et je pense que justement dans les archives dont les centres généralement disposent, on pourra exploiter certainement avec l'aide de cette technique des photos donc anciennes de monuments qui représentent des monuments qui ont disparu. Là, je vous montre par exemple une porte à Karnak. Alors c'est des photos qui ont été faites avant 1856, puisque la porte s'est effondrée à peu près à ce moment-là, et dont on n'a évidemment aucun relevé. Et grâce à ces photos et à cette technique, on pourra, alors il y a des difficultés quand même à corriger, puisque là c'est des appareils qui ont des chambres à désaxement, etc., qui sont un petit peu difficiles mais il y a quand même l'espoir d'exploiter ces photos pour en refaire la modélisation et de pouvoir évidemment les restituer. En tout cas, moi je crois qu'il y a beaucoup d'avenir aussi dans ce champ-là. Donc là, je vous ai mis quelques sites qui permettent de réaliser alors ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont tous gratuits. Et donc j'ai mis voilà, vous avez l'arc 3D, vous avez Photosynth, Photofly, qui maintenant s'appelle 1, 2, 3D Catch, et puis vous avez PMVS également qui marche très bien, et puis le Micmac au Matisse. Alors là c'est juste un petit peu pour côté un peu didactique, c'est pour montrer un peu comment la méthode traditionnelle des architectes sur le terrain. Généralement, quand on veut relever alors là ça va être en plan, quand on veut relever de l'architecture, on fait déjà un premier, donc on a réfléchi évidemment à toute la stratégie auparavant, et puis on fait un semis de point donc avec au théodolite.
Donc on a tout un tas de points qui sont repérés dans l'espace et on procède ensuite à, je reviens en arrière, on procède ensuite on fait un tirage sur ces papiers et on va ensuite sur le terrain pour faire le dessin. Donc grâce à ces repères, on va sur le dessin, donc on a défini l'échelle évidemment et on relève Bon, je pense que vous êtes évidemment familier de cette pratique, mais qui a l'avantage de s'adapter vraiment à tous les chantiers. Donc ça, c'est le b.a.-ba, à mon avis, à maîtriser. Et donc voilà, à l'aide des points, on relève l'espace. Et ensuite, de retour, on scanne le document et ensuite on procède à la vectorisation. Voilà, alors éventuellement on peut faire ensuite, évidemment, avec différentes épaisseurs de plumes, faire des tirages papier. Mais le gros avantage de la vectorisation, c'est qu'ensuite on peut travailler sur des échelles très importantes et du coup on commence à avoir une gestion de l'information graphique qui peut être très intéressante pour l'analyse. Une chose très importante, c'est la notion c'est la notion aussi d'archivage. C'est que je pense qu'il faut être très organisé, tous les relevés, bien et même que ça soit surtout les minutes de terrain, enfin donc les relevés de terrain, il faut vraiment bien les archiver et les garder précieusement pour pouvoir les réutiliser parce que c'est un peu la matrice, c'est les éléments qui ont été pris sur le terrain qui sont qui sont très importants. Alors voilà, bon, il y a aussi les logiciels les systèmes d'information géographique qui permettent donc de croiser des documents de différentes natures. Donc le raster, le relevé qui a été scanné. Évidemment, bon, si on a des archives digitales, on peut les intégrer, qui sont déjà vectorisées. On peut intégrer de la photographie et évidemment des données topographiques et éventuellement des données textuelles. Et ces outils-là aussi aident vraiment au relevé parce qu'ils permettent vraiment d'organiser l'information. Voilà, donc là je monte un plan de Carnac où on peut faire apparaître par exemple toutes les zones de fouilles. Et déjà, avec ces genres de documents, on peut produire d'innombrables vues différentes, représentations qu'on n'a pas forcément, qui est difficile parfois de s'imaginer. Donc ça c'est important de produire de l'image pour réfléchir et pour... Donc voilà par exemple voilà le plan de Carnac. Et puis l'avantage aussi c'est qu'on peut s'astreindre de l'échelle. C'est-à-dire que bon là c'est juste pour vous montrer que on peut passer de l'échelle du site à voilà au moindre détail avec les moindres informations. Donc quand on a un site comme ça, on peut toutes les informations, on peut les collecter et les mettre dans cette sorte de base qui permettent ensuite de retrouver assez rapidement l'information. Alors une chose qui est assez étonnante, c'est qu'aujourd'hui, avec toutes ces techniques dont on dispose, c'est qu'il y a il y a une grande variété de représentations graphiques aujourd'hui. D'ailleurs, il me semble un peu un problème, c'est qu'aujourd'hui, les images qui sont fournies par un scannage 3D, par exemple, du relevé traditionnel, sont évidemment pas du tout de la même nature et c'est pas évident de les mêler souvent ces documents. Et je vous montre ces deux images qui représentent deux coupes longitudinales des salles centrales du temple d'Opet, donc à Karnak. Et donc dans ces images, deux siècles quand même séparent ces deux représentations. Et vous voyez que bon, la première donc est tirée de la description de l'Égypte et qui montre donc un aspect restitué de l'espace avec les ombres qui permettent de faire ressortir le volume. Et puis en bas, une projection frontale voilà, d'un modèle numérique qui est réalisé par scannage 3D et qui donne une vision, on va dire, plus objective, puisque là, on voit vraiment les cassures, c'est tel quel. Et là, pour le peu, il n'y a aucune interprétation sur l'image du bas.
Mais vous voyez que moi, ce qui me fascine assez dans ces deux images, c'est que malgré les 2 siècles, on a le même code de représentation, c'est-à-dire que on travaille en géométral. Et ça, c'est quelque chose de aussi très important, je pense, en relevé, c'est qu'on souvent fait un relevé et on aboutit souvent à une série de coupes, à une série de plans. Et c'est pas le hasard cette façon le résultat de ces documents, parce que c'est finalement les documents qui permettraient à l'architecte de réaliser ces ouvrages. C'est-à-dire que l'architecte aujourd'hui, quand il réalise un monument, il travaille exactement avec ses codes de représentation en vue frontale. Et donc en fait, c'est pour ça que tant qu'on projettera en vue frontale, le relevé devra représenter en frontal les choses. En tout cas, c'est grâce à ces vues qu'on peut vraiment mesurer les choses et commencer l'analyse. Voilà, avec ce tour d'horizon des outils et des techniques, je vais aborder maintenant la question de la stratégie. Alors, je vais vous montrer maintenant le travail qu'on a réalisé au temple de Zeus à Djerash. Alors, c'est un travail qui avait été initié par Jean-Pierre Braun en 1998, je crois, et qui avait donc la tâche de dégager, vous voyez, tous les boulis de la façade arrière de ce temple. Et alors là, il s'est posé donc c'est Jean-Pierre Braun qui a mis en place toute la procédure dont je vais vous parler là, et sur laquelle j'avais participé en tant que coopérant à l'époque. Et en fait, il s'était posé la question. Il a dit bon, on va être 2 en permanence sur le chantier. On a cet éboulis à relever. On est là pour le dégager. Et puis on va regarder ce qu'il y a en dessous. Mais selon lui, et je pense qu'il avait été très avisé, il avait très inspiré, il avait dit mais c'est dans cet éboulis qu'il y a l'information qui est importante parce qu'une fois qu'on aura relevé l'éboulis, en dessous, on ne sait pas trop ce qu'on va trouver, mais peut-être qu'il n'y aura rien. Et en fait, on aura tout démonté et en fait, on sera passé certainement à côté d'un tas de choses. Donc, il avait dès le départ donc essayé de réfléchir à une stratégie pour étudier ce contexte. Et là, c'est vraiment pour voilà. Donc, en fait, juste pour un peu en guise d'introduction, au Proche-Orient, ces contextes d'éboulis, c'est vrai qu'en France, on est un peu moins habitué, mais au Proche-Orient, ces contextes sont assez fréquents. Et puis souvent, on se trouve face à l'éboulis. Alors des fois, on voit la colonne parfaitement où tout est limpide. On voit bien que le tambour du bas suit le second, etc. Et donc, on peut parfaitement restituer la colonne ici. Dans la majorité des cas, c'est voilà ce qu'on voit, et c'est évidemment sur le terrain quand on voit ça, qu'est-ce qu'on peut en tirer, qu'est-ce qu'on peut dire de tout ça. Et donc vous comprenez bien que l'objectif c'est de retrouver l'emplacement exact de chacun des blocs. Donc en fait, aussi, voilà, je vous montre aussi le dégagement qui a son importance parce que en tout cas dans ce cas-là, la grue ne pouvait qu'intervenir de façon frontale, c'est-à-dire on pouvait pas dégager les blocs couche par couche en quelque sorte. On était obligé d'avancer parce qu'en fait il y a une colline sur la droite et donc on était obligé de démonter de façon frontale l'éboulis, et du coup c'était pas du tout ce dégagement était pas du tout dans la comment dire, nous aidait pas du tout à comprendre comment était fait l'éboulis. Donc là vraiment pouvoir présenter avant après et vous montrer que voilà, après c'est vraiment on a détruit une information. Donc la procédure qui a été mise en place,
à l'époque, c'était donc le dégagement, la numérotation des blocs. Ça, je crois que c'est quelque chose qui est très importante parce qu'une fois qu'un bloc est déplacé, c'est très difficile de savoir comme souvent les blocs se ressemblent, c'est très important de les identifier les uns des autres. Ensuite, l'opération c'était avec une sorte d'équerre de relever juste avec 3 points les blocs ici en 3. Alors il y avait une petite fiche qui était réalisée pour chacun des blocs, qui permettait d'avoir un peu les dimensions. C'était une fiche assez basique, hein, c'était pas on n'avait pas entrepris de relevés très complets des blocs. Et puis ensuite donc les saisies d'informations. Et puis ensuite, donc sur le terrain, la prise vraiment topographique de ces points. Ensuite, la modélisation des blocs. Donc ça, je vais vous montrer après hein, comment ça s'opérait. Et puis, comme on avait aussi, on pensait que ça pouvait pas suffire, on faisait quand même le relevé un peu couche par couche des blocs. Vous voyez sur la droite. Pour noter un peu les détails et puis pour être sûr que rien ne nous échappe. Et c'est seulement donc à la fin qu'on dégageait les blocs et qu'on les rangeait. Donc là, je vous montre un peu la procédure, ça pourra donner peut-être des idées à certains. Et donc le principe c'était avec les moyens de l'époque, c'était quand même en 99 que ça a été fait. Et donc on avait préparé des petites séries de profils et on modélisait grossièrement le bloc. Sans les petites cassures évidemment. Et puis ensuite on avait ici à droite par exemple les points topographiques correspondant au bloc. La petite fiche nous permettait de savoir où on avait pris les points sur le bloc évidemment. Et donc vous voyez, hop, le bloc venait se repositionner donc dans l'espace exactement là où il se trouvait sur le terrain. On a une autre représentation. Et donc comme ça, on a réussi à petit à voir se dessiner l'éboulis sur l'écran d'ordinateur, alors que sur le terrain, on ne pouvait pas le voir, tout ça. Parce qu'on pouvait pas voir par transparence, évidemment. Et puis déjà en plan, comme ça, on commence à voir des choses qui sont déjà beaucoup plus claires, beaucoup plus évidentes. Voilà une vue donc nos pacifiants, et on voit bien déjà des colonnes qui sont effondrées sur des séries de blocs plus petits, et donc le mouvement des colonnes commence un peu à se dessiner. Après le reste c'est pas encore évident. Voilà un type de relevé qui était fait également sur le terrain, mais c'était beaucoup plus facile à réaliser puisqu'on avait déjà un peu le gabarit du modèle 3D qui nous permettait de dessiner assez rapidement les blocs. Alors évidemment par les séries de jeux de calque, on pouvait faire apparaître les blocs qui nous intéressaient. Et donc là, par exemple, on avait gardé sur la gauche, on a fait apparaître les colonnes et les blocs de frise. Sur la droite, vous avez les éléments d'architrave. Et grâce à ces documentations, donc ces visions différentes du site, qu'on pouvait encore une fois pas avoir in situ, a permis d'échafauder un tas d'hypothèses. Et puis voilà, une coupe par exemple sur l'éboulis, une vue frontale juste avec les colonnes. Et là, déjà, vous voyez qu'on a colorié. C'est un peu le résultat après de l'analyse. On a pu identifier déjà les tambours lesquels correspondent les uns avec les autres. Donc déjà, on avait compris, on avait déjà fait un grand pas avec ces tambours de colonnes. Et puis voilà, ça je vous montre aussi, c'est vraiment les documents qu'on réalisait sur le terrain. On n'avait pas le temps dans ce contexte-là de tout relever. On aurait pu, évidemment, dans l'idéal, ça serait bien de faire le relevé du bloc sur ces 6 faces, mais on n'avait pas le temps, on n'était pas assez nombreux. Et donc, en fait, on s'est cantonné à relever que les choses qui étaient susceptibles de nous intéresser.
pour valider comment dire la liaison entre les blocs. Et du coup, on a voilà, donc on est vraiment resté sur quelques mesures. C'est des croquis, mais vous voyez que le relevé, il peut être voilà, il peut être fait très simplement comme ça. Et en fait, les techniques peuvent se mélanger. Vous voyez qu'on a utilisé de la modélisation 3D et là des simples croquis à la main. Et puis le résultat donc a été quand même pour nous assez intéressant, puisqu'on a réussi à peu près retrouver l'emplacement de presque tous les blocs. On s'est rendu compte aussi que la colonnade était quasiment complète. Bon, il y a évidemment les colonnes sont assurées et bon malheureusement tout le reste, toutes les parties supérieures de l'entablement n'ont pas été. Il faudrait le valider sur le terrain en prenant les blocs et en les restituant au sol déjà, en les mettant côte à côte. Vous voyez que les architraves, par exemple, elles sont toutes brisées, donc il faudrait valider tout ça donc ça n'a pas été fait malheureusement, mais voilà déjà un premier résultat quand même de l'anastylose de cette colonnade. Et donc mes successeurs ont réalisé un remontage partiel, vous voyez, de la colonnade. Alors ce qui est là-dedans, ce qui était assez intéressant, c'est que on était parti donc d'un éboulis. On a réussi à retrouver l'emplacement exact de chacun des blocs dans le monument. Et comme on avait finalement le point de départ et le point d'arrivée, on a pu regarder essayer de comprendre ce qui s'était passé entre ces deux temps. Et alors évidemment, il y a un aller-retour. C'est pas, je vous montre un peu là vraiment les résultats finaux, mais l'anastylose que je vous ai présenté avant, c'est un jeu avec les hypothèses que je vais vous montrer de va-et-vient avec les hypothèses que je vous montre là. Donc en fait, on a pu montrer comment s'est effondré ce monument. Donc a priori, c'était un temple qui n'avait pas de fronton arrière, peut-être par mesure d'économie. Donc il y avait l'hypothèse d'avoir ce type de toiture qui a été certainement à l'époque byzantine démontée pour récupérer les tuiles et la charpente certainement. Et on a probablement commencé à démonter vous voyez la celle-là, les blocs de la celle-là. Et certainement que à ce moment-là, la colonnade, dont les blocs étaient beaucoup plus gros, beaucoup plus difficiles à réutiliser, devait être encore en place. On avait d'ailleurs en bas, ici, vous voyez, quelques blocs qui montrent qu'il y avait une sorte qui ont l'air plus ou moins rangés, qui sont tous sur un même niveau, et c'était certainement des ateliers d'un peu de débitage et dans lequel on stockait les blocs pour venir ensuite les chercher. Donc il y avait vraiment une organisation certainement de ce chantier de démontage. Ensuite, donc on a pu montrer que des premières colonnes là ici se sont effondrées sur d'ailleurs un chantier de sciage de tambours. Il y avait des tambours ici qui étaient en cours de débitage par sciage et qui se sont effondrés dessus. Et également ici une autre étape avec des colonnes qui sont venues un peu par-dessus. Alors évidemment ça peut être ça peut se produire quasiment au même moment, mais on essaie de décomposer un petit peu les étapes. Et etc. Et comme ça par une succession c'est la stratigraphie, hein, et on a pu comme ça voir quel bloc était tombé sur lesquels et restituer petit à petit l'ensemble de l'effondrement. Voilà le résultat. Ça c'est ce qu'on avait sur le terrain, mais évidemment on l'a jamais vu tel quel. Et voilà, donc c'est vrai que je pense qu'on a, avec cet exemple, donc j'ai essayé de vous montrer que comment dire, que pour chaque contexte, il faut, je pense, réfléchir à la stratégie, et parce qu'on aurait pu dans ce contexte-là partir un peu bille en tête dès le départ et dire bon, on va tout relever comme on sait faire, et puis très certainement on n'aurait pas tout relevé.
on n'y serait pas arrivé. Ça aurait été pas, ça aurait été, on aurait une documentation qui serait parcellaire, qui serait pas complète, incomplète, et je pense qu'on ne serait pas arrivé à faire toutes ces hypothèses. Et donc là, le choix de la stratégie au départ a été quand même, je pense, déterminant pour la suite et pour les résultats qui ont pu être, proposés. Alors, si aujourd'hui j'avais un contexte comme ça à relever, je crois que j'utiliserais quasiment la même technique. C'est-à-dire qu'on a bien, on peut avoir le scannage 3D, des outils voilà performants aujourd'hui qu'on n'avait pas à l'époque, mais je crois que la méthode serait probablement très proche de celle-ci. Voilà, bon, vous m'arrêtez hein, si vous avez des questions, à moins qu'on les garde pour la fin peut-être. Maintenant, je vous parlais donc du temple d'Opet à Karnak. Donc voilà, on a eu un petit aperçu tout à l'heure du site. Donc le temple d'Opet se trouve, vous voyez, ici au sud-ouest du site, dans un secteur un petit peu, vous voyez, on a l'impression un peu isolé du grand temple. Vous voyez un ensemble de 2 temples. On va le voir un peu mieux peut-être sur la photo ici. Donc on a le temple ici de Rontsou, qui est un temple ramesside, qui est donc environ 1200 avant Jésus-Christ. Et ici notre temple, donc qui est beaucoup plus tardif puisqu'il date de 160 environ avant Jésus-Christ, en tout cas dans sa configuration actuelle. Voilà le monument. Alors c'est un monument qui fait environ 25 de côté sur 50 mètres de long. C'est un monument qui est inachevé et qui a évidemment, alors quand c'est inachevé, c'est toujours intéressant pour un archéologue ou pour un architecte parce qu'on peut voir, c'est un arrêt brutal de la construction qui permet de voir un état du chantier. Donc il y a un tas d'informations qui ont pu être dégagées de ce contexte. Alors moi, j'ai entrepris l'étude architecturale de ce monument il y a maintenant environ 5 ans, et en vue donc de la publication. Et alors toute l'étude épigraphique du temple a déjà été publiée. Donc il était intéressant pour moi sur un monument de cette qualité, et grâce à déjà ces premières publications, de voir un petit peu comment l'architecture, l'architecture était en phase avec finalement le programme théologique du monument. Voilà une autre vue. En cours d'ailleurs vous voyez, des échafaudages, puisqu'on était à cette époque-là en cours de restauration. Ici, la façade nord, où on voit, vous voyez, ce qu'on appelle des bossages ici, qui montrent un inachèvement donc du ravalement. Voilà une vue à l'intérieur pour montrer un petit peu donc le formidable état de conservation de ce monument. Donc ça, c'est une fois la porte passée, on entre dans cette petite salle hypostyle, voilà, qui donne, qui oriente, qui distribue toute une série de pièces, un escalier, etc. Et donc les salles principales ici en face de nous. Donc voici cette salle vraiment centrale et qui distribue, vous voyez, deux salles qui sont de géométrie parfaitement identique. Et puis ici le Saint des Saints avec une niche dans laquelle trônait la divinité. Voilà, ici on a tourné à droite pour montrer un petit peu ces jeux de perspective entre aussi le décor et l'architecture. On voit que ici Isis et Horus sont parfaitement axés sur la porte. Alors qu'il participe néanmoins à une scène beaucoup plus vaste en arrière-plan. Voilà ici la scène la plus célèbre du temple, où on voit Osiris sur son lit, qui est en train donc de littéralement renaître, de ressusciter. Et donc ça c'est évidemment la scène la plus emblématique du monument. Bon, je veux pas vous parler de pas l'objet ici de cette intervention de vous parler vraiment du monument, mais je voulais je vais juste vous parler un petit peu de
de recherche, de résultats, de recherches récentes sur l'histoire du monument. C'est une façon pour moi de montrer un petit peu l'édifice et également de vous montrer toute une série de représentations qui, je pense, sont dans le cadre de notre cycle. Voilà ici bon, ça on l'a déjà vu. Oui, là quelques détails pour montrer rapidement le type d'architecture. Vous voyez qu'il y a des blocs relativement petits. Enfin, c'est du module quand même, un grand appareil. Mais vous avez en premier plan, par exemple, des blocs de l'escalier qui sont gigantesques. Et pour montrer qu'il y a tout un travail sur la maçonnerie qui est assez passionnant à réaliser. Vous voyez qu'il y a même des détails, là je vous montre rapidement des détails où on voit des petits calfeutrements en bois dans des joints épais et qui sont systématiques sous les blocs les plus gros. Donc qui montrent que pour ces blocs il y avait une méthode de pose particulière. Vous voyez, de temps en temps on retrouve donc tous les blocs de maçonnerie étaient agrafés, donc on retrouve parfois les agrafes encore en place. Et puis là, je vous montre une très mauvaise photo, mais voilà, à l'intérieur du monument, on a des cryptes qui sont cachées dans l'épaisseur des murs. Et voilà une ouverture là qui a été abîmée, mais qui permettent d'accéder à une crypte avec un système de fermeture qui était d'ailleurs assez sophistiqué, puisqu'on voit ici encore les petites trappes qui permettaient de manipuler un verrou qui est caché dans l'épaisseur du mur et qui permettait de bloquer le bloc qui se trouvait ici là. Bon, voilà, pour montrer un peu l'ambiance lumineuse. Donc le temple a conservé tous ces plafonds. Alors il y a eu un gros programme de restauration qui a permis de nettoyer toutes les salles principales. Et les résultats sont assez spectaculaires. Et également, on a consolidé des dalles de plafond de la salle hypostyle, des tâches qui étaient assez délicate. Alors on a conduit il y a maintenant 3 ans toute une série de fouilles dans la cour pour essayer de comprendre l'histoire donc du monument, parce que comme vous avez un peu peut-être aperçu sur les premières photos, en fait seule la partie ici que je vous délimite, seule la partie du sanctuaire proprement dit a été achevée, et en fait ce temple-là n'était pas, il y avait une série de salles, une salle en tout cas possible qui devait être construite devant. Normalement, en tout cas, par comparaison avec les typologies de temples qu'on connaît de cette époque-là. Et puis donc dans la cour, on a essayé de faire plusieurs sondages pour essayer de voir un peu, de comprendre un peu mieux ce qu'on voyait, parce qu'il y avait toute une série de blocs en réemploi qui avaient été observés. Et donc on a trouvé voilà, je vous montre rapidement quelques statues qu'on a pu trouver, dont d'ailleurs l'enfouissement est assez curieux, puisqu'en fait c'est des statues qui sont généralement cassées et qui sont enterrées volontairement. C'est pas jeté, elles sont placées à des endroits particuliers, donc contre des murs pour signaler quelque chose. Mais là, cette signification est encore un petit peu curieuse, une autre. Voilà, et ça c'était une découverte pour nous assez vraiment à la fois inattendue et puis remarquable. C'était donc un linteau probablement d'une niche de Toutmoses III. Donc vous voyez les dates, hein, on est en 1400, 1500 en gros avant Jésus-Christ, qui fait état de la construction d'un temple pour la déesse Opet. Donc c'est avec ce linteau, on a pu on savait que un temple avait été construit déjà pour cette déesse. Donc vous voyez presque 1300 ans avant la construction de notre monument. Et donc il était plus ancien que le temple voisin. Alors, ce qu'on voyait aussi ce qu'on pouvait voir, et ce qu'on savait déjà, par contre, c'est que on avait tout un tas vous voyez ici de blocs. Ici en réemploi, là on est vraiment dans le premier bloc de fondation. Et vous voyez, c'est dont on a les cartouches qui nous permettent d'avoir le nom du constructeur. Et on savait que déjà Tarka, donc au 7e siècle avant Jésus-Christ, avait déjà construit un temple pour la déesse. Mais jusque-là, on était sûr que le temple, le culte en tout cas remontait à cette époque-là, mais on savait
on n'avait pas les preuves irréfutables pour remonter dans le temps la première installation du temple. Ici à l'intérieur aussi du monument, on a pu trouver des blocs de la même époque réemployés. Donc voilà la cour, et donc là je vais vous montrer juste quelques peu les raisonnements et vous montrer un peu ce qu'on a pu voir grâce aux fouilles. Donc voilà, donc vous voyez cette façade ici du monument n'est pas une façade d'un temple normal, d'un temple ptolémaïque. Déjà vous voyez, elle est verticale, alors que normalement les façades extérieures sont toujours inclinées avec un fruit. Et vous avez toute une série, voilà, de blocs ici, de dallages, ici un portique, qui sont voilà, qui montraient des différentes installations, mais qu'on n'avait pas réussi encore à bien recoller les uns aux autres. Alors ce qu'on a aussi, c'est sur la construction ptolémaïque dont il est question, concerne le sanctuaire ici et les deux murs, vous voyez, de part et d'autre, dont probablement on s'était probablement arrêté plus ou moins à cette hauteur-là de construction. Et donc on avait sur ces murs des harpes, ce qu'on appelle des harpes, qui indiquaient qu'une façade, en tout cas un mur, était projeté ici. Et on a pu, avec les fouilles, on a pu vérifier que ce mur n'avait jamais été construit parce que il y avait juste l'amorce qui avait été faite. Donc voilà en gros à quoi pouvait ressembler la façade du monument. Donc en fait, il faut imaginer que dans un projet futur, il était question de faire ce type de façade. Donc ça, c'est par référence à d'autres monuments de cette époque-là. Voilà une restitution de ce à quoi ça pourrait ressembler. Ça, c'est un petit peu très mauvaise image, mais qui permettent de voir un peu, de résoudre un peu le problème de la différence de niveau entre le temple qui est, vous avez peut-être vu, qui est quand même, dont les salles cultuelles sont sont surélevées, sont sur un podium, et un petit peu comment, grâce à une rampe et puis une sorte d'estrade, on pouvait peut-être résoudre architecturalement ce problème de décalage. Alors maintenant, je vous montre on a réussi à identifier aussi plus précisément une sorte de plateforme ici qui se trouve là et dont déjà des prédécesseurs avaient remarqué qu'il était constitué que de réemploi. Alors avec des blocs de la 18e dynastie, donc de l'époque de Toutmose III, mais pas mais alors Toutmose III, je crois, apparemment il y en avait certains qui avaient été vus, mais on n'a jamais eu de photos ni de preuves irréfutables. Donc bon, je vais passer rapidement quand même. Comment dire, les hypothèses qui ont permis de bien délimiter ce. Oui, ça c'est intéressant. Par exemple, on voit bien ici que entre les vestiges encore en place et le mur ici donc construit à l'époque ptolémaïque, on voit qu'ici il n'y avait pas de vestiges. Donc ça a été creusé. Certainement, c'est les résultats de la fosse de fondation qui a été faite pour installer justement ce mur ici. Là. Donc on voit bien qu'il y a une distinction entre ces éléments-là et les choses qui sont au centre. Aussi des petites choses qui étaient un peu curieuses, avec des harpes ici qui faisaient 2 mètres environ de large, et ici au milieu de la cour, les vestiges d'un mur, en tout cas d'une façade, mais qui faisait qu'1 mètre. Ici les blocs, un petit peu une petite série de blocs qui ont été retrouvés sur place. Voilà, on vous montre un peu un contexte de l'enfouissement. Vous voyez que les blocs étaient calés avec du sable et servaient de fondation donc à la plateforme qui s'est révélée en fait être un niveau de sol. Voilà, on a pu aussi il y a peut-être d'autres divisions de l'espace, mais en gros la plateforme était constituée de 2 éléments. En tout cas, on a pu distinguer assez clairement 2 murs. Et voici ici la position des semelles, de ces murs ici qui étaient au droit de ces flèches. On voit ici au passage
que c'est la façade ici en coupe là du temple, et on voit que les fondations et la façade est donc parfaitement verticale. Et alors, ce qui est plus surprenant, c'est que les fondations également ne sont pas en escalier en quelque sorte comme il est d'usage, mais verticales. Et ça, c'était quelque chose qui était anormal justement. Et qui nous orientait sur vous allez voir, sur les hypothèses qu'on peut faire. Voilà un peu en gros ce à quoi on est arrivé, c'est que de toute évidence cette plateforme est en fait les fondations d'un monument, d'un temple qui avait existé donc avant notre monument. Voilà en gros ici donc les dimensions, la position de ce monument-là. Donc on voit que ici que notre nouveau monument est venu se caler probablement contre un autre. Alors on ne sait pas, ça on ne pourra jamais le vérifier, on ne sait pas s'il était un peu plus long, c'est possible, mais en tout cas on avait ici quelque chose devant le nouveau monument. Donc là, on a aussi encore, ici on représente le temple de Ronsu qu'on a vu, que je vous ai montré tout à l'heure, et vous voyez aussi qu'il est coincé ici, et également une situation un peu anormale, en tout cas curieuse. Vous voyez que le temple est quasiment accolé au pylône du temple voisin, et ça c'est quand même un peu curieux, parce qu'il y avait a priori il y avait de l'espace quand même pour se décoller. Et en fait, on a arrivé à la conclusion à l'époque ptolémaïque, ils se sont coincés entre un état préexistant ici, dans un contexte où il existait déjà un monument ici et un autre là. Et ils ont donc enserré, vous voyez, c'est en forme de U comme ça, et ils ont vraiment enserré quelque chose donc de plus ancien. En tout cas, qu'ils ont conservé au moment de la construction. Voilà, donc ils ont dû comprimer en quelque sorte certainement leur temple dans une dimension qui leur a été contrainte, et ils ont dû faire leur programme certainement, probablement dans cette largeur. Alors l'étude, c'est un peu un détail, mais sur l'étude de la maçonnerie, vous voyez qu'il y a ce qu'on appelle des canaux verticaux, de plâtre, ici, qui permettent de faire couler, de drainer le plâtre pour quand on scelle les blocs, pour pouvoir les sceller. Et en fait, ces canaux qui sont réalisés, ils sont toujours vous voyez, sur un des côtés seulement du bloc. Et cette position permet de connaître le sens de progression du chantier. Donc en fait, on peut se rendre compte en analysant avec ces détails, voir la progression, l'acheminement des blocs, et on se rend compte que tous viennent du nord ici, et que certainement deux équipes, en tout cas du moins devaient travailler et venaient se rejoindre, vous voyez, sur l'axe du monument. C'est-à-dire que les blocs venaient d'ici, suivaient ce chemin-là, et les autres, ils avaient un chemin un peu plus loin à faire. Ils venaient comme ça là. Et alors les dalles de couverture, c'est un peu le même principe, et ils devaient probablement fonctionner selon ce schéma-là. Bon, il y a tout un tas de choses à préciser, mais c'est en gros les grandes lignes sont là. Vous voyez aussi que le contexte actuel est assez. Enfin, je m'appuie également sur le contexte actuel pour ces hypothèses, puisque vous voyez qu'à cet endroit-là du monument, l'endroit où justement on a l'impression que les blocs proviennent, vous voyez c'est le seul endroit où il y a encore les bossages, et aussi le seul endroit où il y a encore un mur en briques cru. Et par contre tout le reste a pu être avalé et décoré. Et en fait, ce qui se passe, c'est que certainement que quand le temple a été abandonné, quand ils ont terminé cette phase de construction là, la rampe de construction qui permettait d'acheminer les blocs au fur et à mesure de la construction. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Égypte, on ne soulève jamais les blocs, on construit des rampes et on monte au fur et à mesure les échafaudages pour monter les blocs sur les assises. Et probablement que la rampe était encore en place, et que donc et même d'ailleurs
jusqu'à l'abandon du temple, cette rampe était encore en place. Et cacher justement cette façade, c'est pour ça qu'on avait ces blocs qui étaient parabalés. Donc ici, je vous montre une petite série. Moi j'aime bien montrer étape par étape comme ça, faire des petits schémas pour montrer comment comment les choses se sont développées. Et ça permet aussi voilà la restitution, la modélisation comme ça permet de valider des hypothèses et en les voyant permet de confirmer ou au contraire d'affirmer certaines choses, de se dire ah ben non là c'est quand même un peu curieux que ça soit comme ça, etc. Donc c'est toujours là cette notion de visualiser les choses qui permettent d'appuyer le raisonnement. Donc voilà, en gros, une hypothèse que du temple. Alors, je suis pas à l'origine du temple parce que là, vous voyez, j'ai commencé seulement ma restitution à l'époque éthiopienne, donc avec le temple antérieur. Mais certainement que bon, on avait un monument qui devait avoir peut-être cette silhouette en tout cas. Et donc le temple ici à l'arrière était donc de Ronsu était déjà en place. Et ce qui s'est passé, c'est que donc à l'époque ptolémaïque, on décide de lancer de refaire le temple. Celui-ci est vétuste, il a plus de 500 ans. On décide d'en faire un plus grand et puis neuf, mieux, plus solide, etc. Et donc certainement que on a, en tout cas c'est des hypothèses actuellement qui me conduisent à ces restitutions, mes analyses qui conduisent à ça, c'est que manifestement ils ont conservé le monument ancien le temps du chantier et du coup ils ont dû faire une fosse donc derrière le monument. Ça, elle est tout à fait possible parce qu'ils l'ont bien réalisé, ils l'ont forcément réalisé au pied de ce pylône-là qui est encore en place. Et donc, c'était tout à fait possible de creuser au ras d'un monument encore en place. Alors ça, cette façon d'agir permettait, vous l'avez compris, de garder en fonctionnement le culte du monument et surtout à une époque où on savait pas, on se lançait dans des travaux, on savait pas combien de temps ça allait durer. Et donc tant que voilà le chantier pouvait prendre son temps, le culte pouvait fonctionner. Parce qu'il faut savoir qu'un temple égyptien c'est un peu comme c'est quelque chose qui une fois qu'est lancé ne peut pas s'arrêter. On peut pas le. Alors on aurait pu déplacer le culte ailleurs dans un sanctuaire un peu de remplacement temporaire, mais c'est quelque chose. L'équilibre du monde ne fonctionne parce que ces temples fonctionnent. Hein. Il faut bien savoir que c'est des machines qu'on peut pas arrêter. Donc c'est assez, ça paraît assez logique. Et donc voilà, on construit le monument derrière. Et puis une fois que celui-ci était à peu près terminé, en tout cas que le sanctuaire, que les salles vraiment principales et qui permettent de faire fonctionner le culte étaient terminées. Mais une fois que tout ça a été décoré, parce qu'en fait, à l'intérieur du temple, on a décoré que les salles principales. On n'a pas eu le temps de faire les autres, ni de finir d'ailleurs le décor complètement à l'extérieur, etc. Mais c'était prêt pour fonctionner. Et à ce moment-là, on a certainement donc démonté le temple de devant. On a conservé ses fondations en guise d'aménagement de cour et dans l'attente de faire donc de terminer ce temple. Donc normalement, on aurait probablement abouti à cette construction. Et évidemment, ils se sont arrêtés voilà, à l'acte actuel et finalement, ils n'ont pas eu le temps de le faire et les pillages, les quelques démontages aujourd'hui, voilà ce qu'on peut observer, l'état du monument actuel. Donc maintenant, je vais vous montrer un peu pour analyser. Là, j'ai fait une grosse parenthèse pour expliquer une petite partie du travail d'analyse architecturale. Et là, je vais vous montrer un peu les moyens qui me permettent d'analyser ce monument. Donc il y a ça c'était dès 2005 ou 2006, on a entrepris un scannage. Donc c'était un outil qui était en plein développement et donc on a pu faire un scannage complet du monument. Donc ça maintenant. On est assez familier de ces images. Donc c'est évidemment
formidable pour l'étude architecturale parce que ça permet d'avoir d'innombrables coupes sur l'édifice, et on choisit vraiment la vue qu'on veut, la projection qu'on veut, etc. Voilà. Donc, ce qui était très intéressant, en tout cas pour le scannage 3D, c'était de réaliser toutes les sections. On peut réaliser toutes les sections qu'on veut dans le plan que l'on souhaite. Voilà, et en sélectionner une, par exemple, qui correspond à une vue que l'on veut particulièrement représenter. Alors ici, une vue du frontal issue du scannage, bon, qui était ici en mauvaise résolution, mais on voit que le scannage ne permet pas de tout voir. Vous voyez, quand on voit c'est très précis quand on a des arêtes, ça permet de bien voir les limites, mais par exemple les joints, on les devine, mais on les voit pas exactement. Et ça, c'est pas suffisant pour vraiment faire une étude complète du monument. Donc très souvent, on est quand même obligé de passer par la méthode traditionnelle. Donc là, c'est la méthode que je vous ai montrée tout à l'heure. Donc on prépare une vue avec quelques points de repère, et puis on redessine manuellement. Ici un relevé qui a été fait d'une des cryptes. Donc je vous montre vraiment pour vous montrer que bon, je suis assez brouillon, hein, mais c'est pour vous montrer que on prend des notes. Très important de prendre des cotes tout le temps, parce que les cotes c'est beaucoup plus précis que votre dessin. Les cotes, si par exemple je dis que de là à là ça fait 11 mètres 80, c'est que je l'ai vraiment mesuré avec le mètre et que c'est très précis. Alors que si vous allez après mesurer sur votre dessin et remettre à l'échelle, vous n'allez pas arriver à ce degré de précision. Donc les cotes, c'est ce qu'il y a de plus précis. Donc c'est pour ça que c'est important de ne pas hésiter. De toute façon, on les prend quand on dessine, on prend les cotes. Et donc ne pas hésiter à les marquer sur le dessin, parce que ça peut toujours servir après et pour valider des choses, etc. Donc c'est vraiment une prise de notes. Bon, ça vous avez déjà vu. Alors un outil que j'ai un peu évoqué en introduction, qui m'a été extrêmement utile, c'est donc un logiciel de redressement. Alors celui que j'ai utilisé moi pour faire l'image que je vous ai montrée en introduction et celle-ci, c'est un logiciel développé par Yves Egel, qui travaille à l'IGN, et qui grâce à avec des simples clichés de photos permettent ensuite de corriger les déformations de l'objectif et d'avoir une vue frontale sur laquelle on peut prendre des mesures et avoir des choses exactes. Donc vous voyez en fait comment ça marche. C'est assez simple. Il suffit sur une photo de faire correspondre un point avec un autre sur une autre photo. Donc ça se fait de façon manuelle, c'est-à-dire que par exemple le 2012, bon j'ai zoomé dans la photo, j'ai regardé un détail et je l'ai retrouvé le même ici dans l'autre photo. Et donc on pointe quelques points. Donc il faut une sorte de points de correspondance d'une photo à l'autre, et grâce à ça, le logiciel va comprendre comment les prises de vue ont été faites, et il va retrouver d'ailleurs la position relative des appareils photo. Et une chose importante, c'est qu'en fait ce pointage manuel que je fais là, c'est justement la grande développement actuel, c'est que tout ça se fait automatiser, c'est automatisé maintenant. Les logiciels de corrélation d'images font exactement ça, mais de façon automatique. Alors encore une fois aussi, là je vous montre des outils dits performants, et puis toujours ces prises de notes sur le terrain qui sont toujours très importantes. Pas hésiter à prendre le maximum d'infos et là vous voyez beaucoup de codes. Donc ça c'est les petits schémas qui me suffisent d'ailleurs pour recaler, dessiner une façade. Alors par exemple là ici sur j'ai juste pris, je sais aussi que dans ce monument-là, grâce d'ailleurs en particulier avec le scannage, c'est que je sais que les parois sont bien verticales, les plafonds bien horizontaux, et donc je me sers de des angles comme point de calage. Donc j'ai pris quelques mesures, et juste avec 4 points de calage, ça me permet de mettre à l'échelle mon redressement photo. Voilà un petit peu une image pour vous montrer. Là, je vous montre un peu les coulisses
du travail. Hein. C'est vraiment, c'est pas très présentable entre guillemets, mais c'est et donc les photos, une fois qu'on a pointé, elles vont automatiquement alors ça c'est avec un autre logiciel d'ailleurs, mais elles vont pouvoir se recoller parfaitement les unes avec les autres, correspondre, et on va ainsi pouvoir restituer la façade parfaitement exacte. Voilà le résultat, par exemple, d'une des faces. Et ici, alors, moi, ce qui m'intéressait, c'était la géométrie, parce que moi, je m'en sers pour dessiner par-dessus. Mais en fait, vous voyez qu'il y a des gros problèmes là ici d'éclairage et tout ça. J'aurais pu sur le terrain prendre un peu de temps pour un peu mieux. J'aurais dû d'ailleurs pour éviter ça. Mais bon, je savais que là, ça me suffisait avec en faisant ça assez rapidement, ça me suffisait pour faire ce que je voulais faire. Voilà ici par exemple un exemple où les photos ont été faites au flash de façon un peu plus comment dire, un peu mieux. Et voilà, et donc les résultats sont, ça se fait extrêmement vite, hein, ceci, et permet d'avoir des résultats très très intéressants. Alors quand on peut, ça c'est la technique quand on a quelque chose de plan. Ça marche que sur du plan, hein. Mais dès qu'on a du relief, là, il faut passer à ce qu'on appelle de l'orthophotographie. Et l'orthophotographie, pour faire une orthophotographie de ce type, il faut avoir la géométrie, le volume du support, en quelque sorte. Et donc là, d'ailleurs, on le voit un petit peu ici. Vous voyez là, ici, on voit le support. Donc volumique, qui est issu du scannage 3D, qui permettent en quelque sorte de mapper les pixels sur qui retrouvent leur position dans l'espace, et du coup d'avoir une vue comme ça frontale. Alors ici c'est juste une représentation pour montrer que après je reviens toujours sur cette vue frontale, parce que elle permet de connecter des dessins des documents de nature différente. Et on a par exemple ici donc une orthophoto. Ici on a derrière, bon, on n'avait pas l'information photo en quelque sorte, donc on a que le modèle numérique ici qui apparaît. Et puis là ça peut être nos relevés, voilà, qu'ils ont fait à la main. Et une fois que on a choisi ce point de cette vue frontale, on peut évidemment les systèmes de calque, donc les connecter, et du coup de passer de l'un à l'autre, et on croise l'information comme ça. Donc comment ça marche ensuite pour préparer mes coupes, c'est que je prends ici vous avez par exemple un redressement photo. Ici un autre, etc. Et puis là, par exemple, sur le bas, c'est des relevés que là ici à l'intérieur d'une des salles, on avait pu vider une salle. En fait, c'est un trou de pilleur que j'avais réalisé bien avant d'ailleurs de relever c'était les tout premiers relevés que j'avais fait, et j'ai pu donc le replacer ici, et donc ça complète la coupe. Donc en fait, tous les éléments qui sont faits dans cette coupe sont faits qui sont pas faits en même temps, elles sont faites dans des temps différents, et en plus pas avec les mêmes techniques. Et c'est pour ça que, alors vous voyez par exemple là, j'ai aussi pour certains détails, j'utilise le scannage 3D pour, voilà, soit c'est des détails que le scannage me permet d'apporter, ou qui sont pas forcément importants, etc. Donc je peux aussi les compléter avec ces éléments-là. Donc c'est ça c'est vous voyez un peu la cuisine pour réaliser ces planches, c'est qu'il faut pas hésiter à mêler différentes techniques. Voilà, et au résultat, on arrive toujours un petit peu à ces documents qui sont un peu les mêmes depuis toujours, mais qui ont le gros avantage d'être très synthétiques, et qui permettent donc au trait de représenter une coupe sur le monument. Donc là actuellement, il y en a 25 à peu près qui ont été réalisés, qui saucissonnent ainsi tout le monument. Et c'est après, avec ces documents-là, qu'on peut vraiment raisonner, voir voir comment c'est construit, etc. Donc on a également pu, vous avez vu, grâce à la photogrammétrie, repositionner en tout cas la silhouette, parce qu'à l'échelle où ça va être édité, on ne pouvait pas faire plus de détails, mais au moins la silhouette des personnages, et permettre de comprendre, surtout dans les monuments pareils, d'associer quand même les éléments du décor avec l'architecture, ce qui est pas toujours le cas, parce que les moyens techniques dont on dispose nous permettent pas forcément de tout relever comme ça
et d'associer décor et architecture. Voilà une autre vue, par exemple sur une autre coupe, dans l'autre sens. Bon, là qui est ombré. Bon, là il y a des petits essais pour voir si c'est plus lisible ou pas. Enfin, et grâce donc avec toutes ces séries de coupes qui sont bien claires, dans lesquelles tout est synthétisé, on peut aller un peu plus loin. Et là, ça c'est vraiment des documents là. Je vous ai scanné des documents de travail. C'est que alors le bâtiment, la technique de cette époque-là s'y prête bien. On peut les assises sont parfaitement horizontales et donc on peut suivre à l'aide de ces documents, on peut restituer un petit peu tout le cheminement, presque bloc par bloc, j'allais dire, de la construction. Donc on voit ici une première assise. Donc je mets aussi des détails. On voit que c'est des blocs qui traversent. Ici j'ai replacé. J'ai vu que alors ça c'est vous voyez un très gros bloc de linteau. Donc je montre aussi les cheminements, comment ils ont été acheminés, etc. Et en dessinant, en mettant cela en le dessinant, en le représentant, on commence un peu mieux en tout cas on valide des choses et on en élimine d'autres. Et ça permet quand même de mieux comprendre comment on procédait. Alors, ici évidemment la technique c'était que on devait certainement remplir les salles. Peut-être pas toutes, c'est pas sûr, mais on devait certainement remplir certaines salles au fur et à mesure où on montait les assises. Et ensuite, on traînait les blocs sur les assises comme ça. Ça, c'est une autre représentation. Alors aussi, là c'est une modélisation qui est un peu synthétique, mais qui permet de voir aussi quand même la complexité de l'agencement des volumes internes. Et qu'on n'a pas forcément quand on se promène dedans, on voit pas quand même un agencement quand même assez complexe. Il n'y a pas de perte d'espace, hein, et ça fait quand même réfléchir sur les méthodes de projection qu'avaient les constructeurs à cette époque-là. Bon, quelques détails ici, voilà, des petites représentations qui permettent de montrer. Alors ça, c'est aussi grâce à modélisation, au scannage, à modélisation surtout, de voir un peu le volume, de constater du volume total de blocs qui ont été employés dans le temple. Donc on voit que voilà le volume total de tous les blocs qui ont été utilisés ici dans le temple correspondent à peu près voilà un cube de ce volume-là par rapport au plein. Donc voilà, ça c'est le volume total, mais le volume de blocs, voilà, il est là. Ici, on peut voir l'importance des blocs neufs par rapport au vide. Et puis ça, c'est les blocs de réemploi. Donc avec ces petits schémas aussi, on peut commencer à voir un petit peu aussi un peu mieux et puis différemment les choses. Ici, là, un détail de l'assemblage de la maçonnerie qui, vous voyez, est assez très complexe puisqu'elle a des sortes de systèmes sur certains niveaux d'agrafage. Vous voyez, avec des crossettes qui permettent d'auto-bloquer les blocs à la base du monument, certainement pour des raisons antisismiques. Donc en fait, le monument, il est truffé comme ça de petits détails. Ici, je vais maintenant vous montrer comment la technique, elle peut des fois apporter des hypothèses insoupçonnées. Vous voyez que pour relever, donc ça c'est un zoom sur une image redressée et ça m'a aidé évidemment à redessiner les silhouettes. Et vous voyez que les silhouettes, elles se ressemblent quand même énormément. Et alors même si c'est pas les mêmes personnages qui sont présentés, mais souvent, en tout cas à cette époque-là, en Égypte, les personnages sont identifiés par certains attributs ou certaines coiffes, etc. Mais le corps, forcément, n'a pas forcément d'importance. En tout cas, vous voyez, la représentation est exactement le même pour ces 4 divinités différentes là. Et puis évidemment, il y a le texte qui vient appuyer qui vient identifier le personnage. Et en fait, en dessinant, je me suis rendu compte que souvent, en prenant évidemment pour moi ça me permettait d'aller plus vite, mais je reprenais la silhouette d'un personnage et qui était semblable, et puis je venais la coller sur une autre que je voulais dessiner. Et je me rendais compte que souvent l'échelle était la même, ça collait assez bien, mais par contre il y avait des problèmes de calage et notamment surtout de rotation. Il y avait une petite rotation qui était produite. Et ce qui m'a conduit à me poser question sur la méthode
méthode qu'avaient les Égyptiens pour projeter ces figures sur la paroi. C'est des questions qui sont qui sont pas vraiment discutées, dont on connaît assez mal finalement les procédés. En tout cas, le procédé le plus connu actuellement, c'est la technique du kerroyage. C'est-à-dire qu'on avait certainement un modèle sur un papier, sur une planche à une échelle réduite, et sur le terrain, on faisait un kerroyage et on reproduisait donc la silhouette avec une technique d'homothétie en quelque sorte. Mais si on observe une sorte de rotation, c'est pas possible d'avoir. Ça veut dire qu'ils auraient mis le kerroyage incliné. Et du coup, je me suis demandé, ça m'a fait réfléchir un petit peu à d'autres. Surtout évidemment, je vois pas sur le terrain, j'ai jamais vu de kerroyage. En tout cas, sur mon monument, j'en ai pas vu. Et vous voyez ici qu'à cette époque-là, les choses sont très très répétitives. Souvent, les personnages peuvent vraiment se ressembler. Les silhouettes des personnages sont très semblables. Et je me suis dit, est-ce que par hasard, ils n'avaient pas, est-ce que ça serait pas aussi, il y aurait pas une technique qui serait cachée là-dessous? Et puis alors sur les quelques exemples, il y en a assez peu de décors en cours de cette époque-là, en cours d'exécution. On voit que souvent, toujours, on procède par la silhouette. On fait la silhouette et c'est seulement ensuite qu'on vient détailler les éléments. Et donc je me suis dit, voilà, ici un autre exemple à Mamizi à Dendera, où on voit où j'ai fait donc des procédés des redressements et j'ai pu faire un peu le même travail. Et vous voyez par exemple sur l'image de droite la superposition par exemple de deux personnages qui n'ont deux figures qui sont pas du tout les mêmes, et on voit que la silhouette en tout cas colle absolument parfaitement, et on voit bien qu'il y a que les bras, vous voyez ici, que les bras et donc le geste, la posture qui diffère. Et donc je me suis demandé si là on n'avait pas à faire si les Égyptiens n'avaient pas utilisé, en tout cas partiellement à certains endroits, des gabarits, donc en tout cas ce serait beaucoup plus facile, beaucoup plus rapide à mettre en place. On peut se demander s'ils n'ont pas utilisé des gabarits, donc des sortes de pochoirs pour dessiner la silhouette de certains personnages. Ça reste une hypothèse, évidemment, elle a pu être utilisée dans certains cas, pas dans tous évidemment, mais ça serait, par rapport à l'ingéniosité des constructeurs de cette époque, ça pourrait être une façon d'aller plus vite et plus précise, très précise pour réaliser leur décor. Et vous voyez encore un autre exemple là, on voit toujours, il y a vous voyez ici un tout petit décalage. Donc il y a des petits décalages quand même, mais c'est quand même assez frappant, étonnant de voir une telle régularité qui a évidemment aussi tout à fait pu être réalisée sur un carroyage avec mais ça serait quand même étonnant ce serait curieux quand même de passer du temps à faire un carroyage alors que ça pourrait être fait aussi rapidement avec une forme qu'on répète comme ça un peu partout. Voilà encore un autre exemple. Voilà. Donc je sais pas si j'ai le temps d'aller plus loin. Peut-être que 10 minutes, c'est parce que j'étais peut-être un peu long déjà là. Donc voilà, alors très rapidement, j'espère que je vous ai pas trop assommé. Je vais vous montrer un projet aussi qui est en cours sur la salle hypocile de Karnak. Et donc c'est un projet qui est dirigé par Peter Brandt et Jean Revez de l'université de Memphis et de Montréal. Et en fait, ce projet vise à produire de faire un relevé de toutes les colonnes de cette gigantesque salle à Karnak, salle hypostyle, de tous les décors des colonnes, dont on n'a jamais pu avoir de représentation complète, puisqu'ils sont sur des supports qui sont pas plans et qui sont assez difficiles, qui sont difficiles à relever et à représenter. Alors il y a eu là c'est juste pour un peu introduire le projet, c'est qu'il y a eu depuis plusieurs années, il y a eu un très gros travail qui avait été fait par le CFETK, donc le Centre franco-égyptien, qui avait donc réalisé toutes les parois, donc avec une technique d'assemblage de photos. Donc il y a des petits, qui sont des photos extraordinaires, des documents vraiment formidables, mais où il y a des petites déformations géométriques.
Mais donc là ici la grande qualité de ces documents, c'est la précision, enfin c'est le détail la netteté des détails, et puis surtout le travail aussi sur l'éclairage qui a été fait, qui est très complexe, parce que pour arriver il y a des ombres portées évidemment parce que là on est sur cette salle, elle est ici représentée. Vous voyez donc avec un éclairage uniforme, mais il faut savoir que sur le terrain, il y a toujours les colonnes sont même pas à 2 mètres de la paroi, il y a toujours des ombres portées. Donc il y a un très gros travail en plusieurs temps qui a été fait. Je vous parle de ces problèmes d'éclairage parce que vous allez voir que sur les colonnes, c'est le problème un des problèmes les majeurs, puisqu'une colonne est évidemment orientée sur en tout cas la surface de la colonne est orientée sur toutes les directions, et du coup on a des éclairages très variables. Et c'est la grosse difficulté de la représentation. Donc voilà, ici la salle hypostyle, donc certains je pense connaissent. Et vous voyez que, pour revenir, vous voyez qu'elles sont complètement décorées. Alors, ce que l'on sait aussi, l'objectif de ce travail-là, de relever, c'est d'essayer de comprendre, de distinguer toutes les phases de décoration de ces colonnes, puisqu'en fait elles ont pas été faites en une seule fois, en tout cas la décoration, et puis essayer aussi d'apporter, si on peut, des réponses sur la construction de la salle, parce qu'il y a ici beaucoup de théories, d'hypothèses sur les diverses étapes de sa construction, et donc en faisant le relevé donc des colonnes, on pourra à la fois voir le décor, voir tous les palimpsestes, toutes les reprises, toutes les rajouts, voir qui a décoré et quoi et où, et puis également de voir si d'une assise à l'autre, d'une colonne à l'autre, s'il y a des continuités et qui peuvent apporter des indications sur sur le chantier et sur la chronologie de la construction. Bon, ça c'est l'organisation des décors. Alors il y a eu Antoine Chenet qui avait travaillé donc sur toutes les parois extérieures, les parois périphériques, avait développé, il avait une idée, il a développé et breveté cet appareil qui s'appelle le périgérophote, qui n'a pas beaucoup été utilisé parce qu'il est assez lourd à mettre en place peut-être, mais en tout cas sur les colonnes de Carnac, il y avait pensé, mais c'était une technique avant donc le numérique qui permettait de relever, de faire une représentation d'un objet circulaire ici, en développé. Voilà la salle de Carnac, donc les dimensions c'est un demi-hectare, c'est quand même 100 mètres par 50, 134 colonnes. Voilà, donc les plus hautes dans l'axe central font de 21 mètres, celles latérales sont de 13 mètres. Ça c'est pour vous donner aussi pour montrer que la hauteur impose, si on veut travailler de façon traditionnelle, nécessiterait des échafaudages qui seraient assez compliqués à mettre en œuvre. Et puis, alors on a fait il y a eu tout un travail de scannage qui a été fait sur la salle. Et donc il y a le support volumique qui permet d'avoir un support volumique de la salle. Voilà, un nuage de points. Donc la salle a été entièrement modélisée parfaitement. Donc c'est évidemment très très précis. On peut faire déjà des coupes, mais encore une fois, on voit pas forcément bien tous les détails, notamment les joints. Ici une autre vue. Voilà, et ce qu'on avait fait, donc ça c'était dès 2005 ou 2006, on avait fait un premier test pour voir si on avait les moyens techniques de le faire, de faire donc un déroulé d'une colonne. Donc ça c'était une colonne de l'axe central, et donc on est parvenu à dérouler donc le décor. Alors c'est une projection ici. Vous voyez que la colonne elle n'est pas parfaitement cylindrique, et donc c'est une projection sur un cylindre. C'est un peu comme si on mettait un cylindre autour de la colonne et on projette l'image sur ce cylindre et on déroule ensuite cette surface du cylindre. Là, le détail, on arrivait quand même à ça c'est du déroulé, hein, donc c'est à plat, mais voilà le niveau de détail était quand même assez satisfaisant. On voit évidemment que vous voyez certaines horizontales ne le sont pas. On imagine bien que sur une colonne c'est pas évident de placer une horizontale. Et alors il fallait donc pour les décors, il fallait procéder à des techniques de photogrammétrie, et on a fait donc appel ici à l'IGN, l'aide de l'IGN pour faire la suite. Et le travail qui consistait donc après ce scannage, c'était donc de faire toute la série de prises de vue
et de retrouver avec selon une procédure de photogrammétrie. C'était assez contraignant dans la mesure où il fallait au final connaître la position de toutes les caméras de ces prises de vue et les orientations de ces caméras. Donc c'est un peu ce qui est représenté ici sur le schéma de gauche, et qui permettent de faire correspondre une vue d'une photo avec sa vue dans le modèle numérique. Alors la technique qui a été développée, la procédure qui a été développée, c'est la construction d'un mât ici avec deux appareils photo disposés à deux points différents, des points hauts à 6 mètres et les autres à 2 mètres, et puis une série ici vous avez les points en plan de ces prises de vue. Donc il y avait pour les colonnes, les petites colonnes, on avait 8 photos pendant 8 positions autour de la colonne, donc avec 4 photos prises en simultané, et ça fait donc 32 photos par colonne. Alors une des difficultés, c'était de gérer ce travail-là avec la foule, qui était parfois quand même aux heures de pointe, qui n'était pas évidente à gérer. Donc ici, l'équipe là on était en train de faire des premiers essais là sur un mât, d'ailleurs qu'on n'a pas utilisé, on n'a pas utilisé celui-ci, et c'était un peu trop lourd. Et voilà le mât qu'on avait essayé, vous voyez, avec des tensons là parce que le mât faisait quand même presque plus de 6 mètres. Voilà dans la salle en cours de réalisation, et donc on a avec ce mât on s'est déplacé entre les colonnes. Et on a fait donc il y a plus de 4000 clichés quand même qui ont été faits avec les contraintes de photogrammétrie. Il fallait que sur ces clichés, ce qui est important, c'est que en tout cas sur certains, pas tous, mais il fallait en plus on voit sur certains clichés des cibles qui étaient au sol et qui étaient disposées sur les bases des colonnes. Voilà ici comment ça marchait. En fait, il y avait un opérateur avec l'ordinateur qui regardait en fait si les photos étaient. Il avait un retour des caméras, des appareils photo, donc il voyait si le cadrage était bon. Et puis l'autre notre opérateur à la base du mât qui essayait de tenir un peu en équilibre l'ensemble. Donc c'était assez physique. On se rend peut-être pas compte, mais il y avait un travail énorme de gestion de chaque position. C'est-à-dire qu'il fallait vraiment pas se louper, il fallait pas en oublier. Il fallait et puis la lumière tournait, donc de temps en temps il fallait qu'on retraverse la salle pour aller faire une série de points de vue qui étaient au bon éclairage, etc. Ce qui a été décidé aussi, c'est de faire toutes les photos dans l'ombre, parce que c'était le seul façon d'avoir un éclairage entre guillemets uniforme, qui n'était pas trop contraint, où il n'y avait pas trop de disparité entre les zones éclairées, où le soleil peut être très très violent. Les photos latérales ont été faites sur une échelle, parce qu'on n'avait pas assez de recul. Et puis voilà, c'est ce que je vais vous parler sur la base des colonnes. Il y a quatre cibles. Donc il y a un réseau topographique extrêmement dense et extrêmement contraint dans la salle. Et voilà un des travaux qui consiste à chercher des points communs une colonne à l'autre. Alors Yves a réussi à développer trouver des solutions pour un peu automatiser tout ça. Donc cette étape là se fait est automatisée, mais il faut par contre quand même vérifier et puis ça marche pas toujours très bien. Donc ce travail est quand même assez long et encore en cours. Vous voyez ici par contre le pointage des cibles là se fait manuellement ici. Et voilà un peu les résultats avec deux représentations possibles, enfin donc un déroulé, et puis on peut évidemment avoir voir la colonne sous différents sous les 4 angles, les 4 vues principales. Donc avec cette série de documentation, on peut quand même, là on a quand même entre les mains une documentation très qui va nous aider en tout cas les égyptologues qui
qui vont utiliser ces documents peuvent quand même faire des hypothèses quand même assez solides. Alors vous voyez tout de suite que un des problèmes à gérer qui n'est pas encore résolu, c'est le problème de la, voilà, encore une fois, de la radiométrie et c'est ces problèmes d'éclairage. Ici, cet exemple-là, il a été déjà un peu traité, mais vous voyez par exemple sur la colonne ici, voilà, le résultat est un petit peu chaotique et c'est ce problème d'homogénéisation un peu de l'image est quand même très difficile à gérer. Mais on n'espère pas vous voyez très bien là sur les colonnes, ici, tout ça ce sont des déroulés, hein, c'est un ensemble de déroulés, et vous voyez qu'il y a des bandes un peu plus parce qu'en fait ça correspond à une prise de vue donc verticale et sous à des moments où l'éclairage n'était pas le même. Voilà un petit peu ça. Alors actuellement sur les 134, il y en a de mémoire, il y en a à peu près 127 qui sont encore en place de colonnes et on est à 85 déroulés. Donc 85 le travail donc d'aérotriangulation comme on l'appelle a été fait sur 85 des 130 des 130 colonnes. Voilà ici une vue, parce que ce qu'on peut faire également, c'est donc ça c'est une vue vraiment vue frontale d'une série de colonnes qui sont parfaitement, donc c'est une vue frontale et on peut évidemment après bien noter les joints sur les photos et du coup regarder la correspondance des colonnes d'une colonne à l'autre et ça c'est évidemment c'est avec ce genre de documents qu'on analyse l'édifice et voilà, et donc ça c'est le travail qui est en cours et on en est là pour l'instant. Voilà, je vous remercie.